Oh wow! Hello! Bonjour tout le monde! Bonjour, alors je crois que je suis présentement live sur Instagram, donc c'est un grand plaisir de vous voir virtuellement aujourd'hui des salles d'art canadien et autochtone ici au Musée des Beaux-Arts du Canada. Donc, je suis très heureuse de vous voir voilà, virtuellement. Mon nom est Anne-Marie. Je travaille dans l'équipe d'éducation ici au musée. Je suis une guide interprète et je suis accompagnée de deux personnes. La première, c'est notre caméraman, une charmante collègue, Mylan, qui est ici avec nous, qui va être là pour évidemment filmer, vous montrer les œuvres en proximité, mais aussi pour prendre vos questions. Donc, vous allez voir au travers de la visite, si vous avez des questions, des commentaires, il ne faut pas se gêner, on peut les communiquer. Mylan me les communique aussi au moment opportun. Donc, on est avec Mylan, mais aussi avec notre collègue Laurence, qui n'est pas très très loin et qui est là pour monitorer la visite aussi. Donc, aujourd'hui, on est ensemble pour une visite de 30 à 40 minutes dans ces salles d'art canadien autochtone pour voir quelques œuvres, donc c'est environ 5 œuvres qui ont la particularité d'avoir été faites par des artistes femmes au milieu du 20e siècle, durant le 20e siècle. Donc, le but de la visite, elle est particulière, c'est pour souligner une fête en fin de semaine, c'est donc une visite qui vise à souligner la fête des mères. Donc, on en profite pour dire bonne fête des mères à toutes celles qui nous regardent aujourd'hui. Bonne fête des mères! Bonne fête des mères, voilà. Très bien. Donc, on va voir le travail ensemble aujourd'hui de Prudence Eward. On va voir le travail de Emily Carr, ensuite Marcel Ferron, Rita Letendre et on va terminer avec Joyce Whedon. Donc, c'est pas par hasard que j'ai décidé aujourd'hui de vous amener dans ces salles d'art canadien et autochtone. On aurait pu aller en art européen ou dans d'autres salles, mais on trouvait que c'était quand même approprié pour l'art des femmes, le travail d'artistes femmes, de vous les présenter aujourd'hui dans ces salles, parce que vous vous rappelez probablement, en 2017, l'année du 150e anniversaire de la Confédération, le musée, pour marquer l'événement, a cherché à repenser les salles d'art canadien autochtone pour générer un meilleur dialogue entre l'art canadien et les travaux, les œuvres des artistes autochtones. Une autre réflexion qui était sous-jacente à cette initiative, c'était de mettre en lumière un peu plus le travail des femmes. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Voilà. Donc, je crois que les gens commencent à se connecter. Tout le monde est là. Très bien. On va débuter avec le travail de Prudence Eward. Donc, je vous laisse peut-être une minute pour observer ce magnifique tableau de 1929. Je dis magnifique parce que sur une note plus personnelle, moi, c'est un tableau que j'aime énormément. Je suis toujours très contente de le présenter en visite. Donc, Prudence Eward, qui fait un portrait de Rolande, une fermière de l'île d'Orléans, au Québec. La semaine dernière, vous avez eu la chance d'entendre Morel, notre collègue qui a fait une visite sur le groupe des Sept. La semaine dernière, on souhaitait souligner le 100e anniversaire de la première exposition du groupe des Sept. Et je tenais à le dire parce que ce tableau-ci, Prudence Eward, a été fait en 1929, donc dans l'entre-deux-guerres, mais aussi à une époque où le travail du groupe des Sept commençait à être bien connu et bien célébré au travers le Canada, en particulier ici au Musée des Beaux-Arts. Prudence Eward ne faisait pas partie du groupe des Sept. Elle connaissait certains de ses membres, elle a même exposé avec certains de ses membres, mais contrairement au groupe des Sept, c'est pas une artiste qui rejetait la figure pour célébrer la nature ou pour célébrer la terre canadienne. Elle n'a jamais quitté les gens, elle n'a jamais quitté de peindre des figures des personnes, comme on le voit ici. C'est pour ça le portrait. Voilà, donc, Rolande, je vous invite à regarder ses yeux. Regardez sa bouche, regardez ses cheveux aussi. On peut reconnaître la mode typique de l'entre-deux-guerres des années 20, la petite coupe garçonne. Je vous invite à regarder ses bras, son corps, sa posture. Elle occupe presque la totalité du tableau, malgré qu'il y a un arrière-plan. On va en parler dans quelques minutes. Mais elle est très imposante. Elle est là. Et Prudence Eward, c'est justement là où elle a eu un grand impact dans l'histoire du portrait aussi au Canada. Parce qu'elle était connue aussi pour discuter avec ses modèles. Activement, elle tentait pas tant de se dégager de la représentation, mais surtout de laisser parler les modèles, de les laisser être en contrôle de leur propre personnalité représentée sur le tableau. Ils sont maîtres de leurs émotions, ils sont maîtres de leur propre corps.
Donc, oui, elle a une position très forte, mais ce qui devrait vraiment attirer notre attention aussi, c'est le fait qu'elle ne sourit pas. Prudence Heward a peint énormément de femmes, d'enfants aussi, mais la représentation, je vous le rappelle, ce sont souvent des femmes très fortes, très solides, très en contrôle de leurs émotions. Et en soi, ce type de représentation est assez différent de plusieurs représentations qu'on peut retrouver au travers de l'histoire de l'art. Je vous invite tout simplement à aller à visiter l'histoire virtuellement ou dans d'autres galeries. On est habitué à voir des représentations de femmes beaucoup plus séduisantes, je le mets en guillemets, souriantes aussi, qui se donnent de diverses façons aux spectateurs, mais ce n'est pas le cas ici. Elle ne sourit pas, elle est forte, elle est solide. Et elle est là, la marque, entre autres, de Prudence Heward, de représenter une femme très forte, comme ça. Elle est au milieu, mais je vous parlais tout à l'heure de l'arrière-plan. L'arrière-plan aussi qui est presque abstrait. On voit des formes schématisées, c'est très géométrique. Les couleurs, bon, c'est assez pastel. Et on reconnaît la ferme, évidemment. On reconnaît l'édifice en arrière, qui est la ferme, qui se trouve assez derrière elle. La ferme encadre sa tête, mais entre la ferme, qui se trouve au loin, dans l'arrière-plan, et l'avant-plan du tableau, où on trouve Rolande, entre les deux, on va noter la clôture. La clôture qui est là, qui crée une démarcation. Il y a une question intéressante qu'on peut se poser en regardant ce tableau. Est-ce que Rolande agit, donc le personnage, est-ce qu'elle agit comme étant l'ange gardien de la place, comme la directrice, comme je disais, comme l'ange gardien de la ferme, ou est-ce qu'au contraire, la clôture, elle est là pour nous rappeler qu'elle veut se distancer, qu'elle veut aller vers un futur, vers un monde différent. C'est libre interprétation. J'ai vu notre amie Malane qui a eu un petit... Mais j'ai juste, par accident, j'avais mis caméra sur moi-même, alors je m'excuse pour le numéro. Vous avez pu voir notre chère collègue Malane, qui porte un magnifique pantalon rose d'ailleurs, qui va bien avec le... Oui, vous allez voir mes pantalons roses aujourd'hui. Qui va très bien avec le beau sarrau de Rolande. Merci Anne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On n'a pas encore des questions, des commentaires. On a beaucoup des images avec des sourires. Mais pas encore des questions. Si vous avez des questions, des commentaires, s'il vous plaît, laissez en bas ici, vous pouvez écrire vos questions et on va essayer de répondre de notre mieux durant la visite. Ah, Nat Gallery Trend dit allô, maman. Dans les commentaires, moi, ce que j'observe de ce tableau-là, c'est qu'il se compare très bien à n'importe quel portrait photographique contemporain d'un CEO, d'un directrice, directeur d'une grande compagnie, quelque chose de cette puissance qu'il a ici. On bouge? On va aller voir autre chose? Alors, juste pour vous donner un peu plus d'informations, si vous avez manqué l'introduction par Anne-Marie, fait par Prudence Heward, et c'est Rolande, 1929. OK, on continue. Alors, j'enlève mes clés. On dit que les clés sur ma face font un petit bruit, donc je ne suis pas étonnue à ce genre de distraction, donc je les enlève. Ah oui, je vais me placer de l'autre côté. Est-ce que c'est bien comme ça? Oui, ça c'est bien. Alors, Prudence Heward, on passe de Prudence Heward, Montréal, on recule dans le temps. On était en 1929, on retourne en 1913 chez Emily Carr, une artiste de l'ouest du Canada. Donc, avant d'entrer en détail dans l'anecdote du tableau, le travail d'Emily Carr, et ce tableau en particulier qui s'intitule The Welcome Man, j'invite Malane à venir un peu plus près pour que vous puissiez avoir un bon coup d'œil sur le travail des couleurs ici. Alors, ce qu'on voit, c'est un matotémique, la culture Kwakwaka'wakw, qui est dans l'ombre, mais derrière, on voit ce beau paysage typique de l'Ouest canadien, qui est en lumière, une lumière de soir ou de matin, qui est dans les tons de jaune. Regardez aussi le travail des ombres, qui n'est pas noir, qui n'est pas vert, mais qui est d'un bleu, qui est de lavande. Un tableau très coloré. Oui, c'est vrai, hein? On voit beaucoup le bleu ici. Absolument, la ligne qui démarque le matotémique avec son environnement, la ligne bleue, quand même assez puissante, assez voyante. Emily Carr et puis Prudence Heward, l'artiste dont on vient de voir le travail, les deux ont grandi dans des environnements victoriens, donc à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle.
Mais leur approche aussi à leur art était quand même assez particulier pour l'époque, surtout dans le cas de Emily Carr. Dès son jeune âge, dès la vingtaine, elle quitte le Canada pour se rendre en Europe. Elle se rend à Paris, entre autres, où elle va rencontrer Harry Gibb, qui est un peintre du fauvisme, d'autres peintres qui se réclament du post-impressionnisme, et elle, en tant que peintre, qui découvre les avant-gardes que l'on retrouve en Europe, elle est impressionnée. Elle va travailler autour de ces grands courants modernes, entre autres le fauvisme, qui l'amène à explorer la peinture dans sa richesse de la couleur et de la lumière. Donc, elle va beaucoup expérimenter à la lumière de ces grands courants modernes pour faire des représentations de paysages, de personnes, etc., etc. Mais contrairement à d'autres peintres, elle ne va pas rester en Europe, elle revient au Canada. Elle va revenir au Canada. Et toute son appréciation de l'art moderne, ses expérimentations autour de l'art moderne, des couleurs, le paysage qu'on voit ici, la schématisation des formes, elle va appliquer cet amour de l'art moderne, cette expérimentation sur des couleurs, sur son expérience du Canada. Donc, Emily Carr n'est pas, ce n'est pas une artiste, une personne autochtone du Canada, mais elle va développer un grand amour, une grande curiosité des cultures autochtones de l'ouest du Canada. Et ce tableau-ci de Welcome Man en témoigne très bien. Donc, c'est un tableau de 1913, mais qui a été effectué quelques mois après un voyage d'exploration, un voyage qui l'a amené à faire plusieurs, je vais dire sketchs, mais en français on va dire des croquis de plusieurs paysages, de différents villages, surtout dans le coin de Alert Bay. Là-bas, elle va rencontrer plusieurs autres artistes, plusieurs personnes autochtones. Elle est sur le territoire Kwakwaka'wakw et elle est fascinée par la culture, les cultures qu'elle retrouve dans son coin de pays à elle. Donc, c'est une grande découverte. Et ça l'a amené éventuellement à peindre ceci de Welcome Man, qui est un mat totémique qui accueille les gens pour le potluck. Voilà. Donc, on a à la fois un tableau qui est typique de la curiosité canadienne envers la culture autochtone. C'est ce qu'on voit ici. Mais contrairement à certains de ses prédécesseurs, elle est très consciente de son statut aussi de Canadienne, son statut, on pourrait même dire, européenne, qu'elle essaie d'évacuer dans sa peinture, dans sa représentation. Elle tente activement d'effacer ou du moins de ne pas informer ses représentations de culture autochtone par ce voile, cette espèce de vision dominatrice européenne. Elle tente de faire ça. Je vous laisse une petite minute pour l'observer encore, parce que c'est impossible, pratiquement impossible de faire une visite sur les pionnières artistes femmes du Canada sur le territoire canadien sans parler d'Emily Carr. J'essaie de mon mieux de bien capturer les couleurs, mais il y a quelques ombres alors. Ici, quand je monte, je vois vraiment comme la texture des pinceaux, je trouve. Oui, la texture des pinceaux, la texture de la peinture elle-même, en soi, cette exploration-là, de faire un tableau qui n'est pas complètement lisse, qui nous laisse voir la marque de l'artiste, s'inscrit dans une réflexion moderne aussi, s'inscrit dans une façon de garder la trace. Et puis, quelque part, ça nous prouve que c'est un travail qui ne relève pas nécessairement de la précision, telle qu'on pouvait le voir dans différentes époques aussi. On ressent, je devrais dire, la présence de l'artiste à travers ses coups de pinceau, absolument. C'était une question, Mylan? Oui, on a une question de Papa Pear Tree. Il demande, est-ce qu'il existe des croquis de cette œuvre dans la collection du musée? C'est une bonne question parce qu'on sait que ce tableau et d'autres qu'elle a fait après ce voyage de 1912, ça a été fait par rapport à des croquis qu'elle a fait justement durant ce voyage. Donc, il existe probablement des croquis, mais je ne sais pas personnellement si dans notre collection, on a les croquis ici. Donc, malheureusement, je n'ai pas la réponse, à moins que mes collègues ici aient la réponse. Je ne connais pas si on a dans notre collection. Mais on peut, en fait, une chose qu'on peut vous dire, c'est d'aller sur le site web du musée, galerie.ca, et on peut faire des recherches pour voir qu'est-ce qu'il y a dans notre collection. Donc, je suis désolée, on n'a pas la réponse, mais je vous invite évidemment à aller sur notre site web pour faire une recherche là-dessus. Absolument. Okay. Et on continue? Continuons. À défaut d'entendre mes clés, vous allez entendre mes chaussures. Et vous allez voir mes souliers, les patins roses. Le beau pantalon rose. Oui. Alors, on
promène dans les salles présentement, on avance dans le temps, on est en 1929, 1913, et là on fait un bond, plusieurs décennies plus tard, pour se rendre en 1961. Vous allez voir, sur le plan de la représentation, c'est assez différent, parce que nous plongeons tête première dans l'abstraction. Le travail de Marcel Ferron. Il y a une rue à Gatineau d'ailleurs qui s'appelle rue Marcel Ferron, en hommage à cette peintre. Voilà, l'abstraction. Je crois que dans le développement des arts, ou pas le développement, mais l'évolution de l'art au Canada, l'abstraction joue un rôle clé, évidemment. Marcel Ferron n'y échappe pas, on va en parler. Une question nous, en tant que guide-interprète, une des questions qu'on a le plus souvent, c'est pourquoi est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est compliqué à faire? Ça me semble être facile à faire, n'importe qui pourrait le faire. Bon, c'est une question que plusieurs personnes pourraient avoir et c'est très correct, mais en gardant cette question en tête, encore une fois, j'invite ma collègue Mylan à s'approcher et focaliser sur le mélange des couleurs. Alors, c'est un tableau assez grand, quand même, c'est de grandes dimensions. Marcel Ferron fait ceci en 1961, Consonne sifflante étant le titre. Et elle a fait ce grand tableau très coloré à une époque où, dans plusieurs villes, à travers le monde, bon, j'inclus le Québec en général, mais à Paris aussi, là où elle se trouvait, parce qu'elle a fait ceci, les gens faisaient de petits tableaux. Donc, de faire un grand tableau comme celui-ci, de travailler la matière, de travailler les couleurs, les mélanges de couleurs, comme vous voyez ici, je pense que rapidement, on s'aperçoit que ce travail de texture, de mélange de couleurs relève quand même d'une grande connaissance, une grande maîtrise de la couleur et des pigments. Ici. Alors, même quand on a des doutes par rapport à un tableau abstrait, on se dit, c'est pas exactement qu'est-ce que je peux faire avec ça, qu'est-ce que ça me donne. Je crois que le meilleur conseil qu'on peut donner à n'importe qui veut bien entendre ces conseils picturaux, c'est de simplement être devant le tableau, de prendre le temps, de se permettre de ne pas comprendre, de se prendre le temps de vivre en fait ce que le tableau nous donne. Donc j'espère que c'est une expérience que vous pouvez quand même un peu avoir à travers ce filtre virtuel, mais c'est quand même une petite chose à garder en tête. Marcel Ferron était connu pour son travail du mélange, le mélange des pigments, voilà, je cherchais le mot, des pigments qu'elle faisait elle-même avec de l'huile de pavot. Et donc son approche, ses recettes, je veux dire en guillemets, son travail au niveau des pigments, des huiles qu'elle faisait, l'amenait à explorer de façon unique dans son cercle artistique les violets, je ne vais pas être trop près non plus, je ne sais pas si je suis trop près, les violets, les jaunes et les bleus, en fait, qui sont dans ce cas-ci des pigments très très stables, très brillants et très durables. Elle était reconnue aussi pour ce travail presque chimique qui se démarquait de plusieurs de ses contemporains. Donc, son travail de couleur, ses compositions aussi, qui sont abstraites, mais on a l'impression de voir cette espèce de grand objet abstrait qui flotte dans ce néant blanc, qui flotte dans ce non-lieu. Donc, elle est connue pour ses compositions. Et la grandeur de ces tableaux, mais la dernière chose aussi que je veux dire depuis tout à l'heure, ce sont ses outils. Oui. Quand on regarde ce tableau-ci, on comprend rapidement que ce n'est pas le genre de rendu qu'on peut faire avec un pinceau régulier. Lorsqu'on en revient à la base de la peinture, aux ingrédients de base, c'est trois choses. C'est le support, donc dans ce cas-ci, le canevas, la peinture, les pigments, les couleurs étant le deuxième ingrédient, et le troisième étant l'outil que l'on utilise pour étendre le tout. On en revient toujours à l'idée du pinceau, mais pour Marcel Ferron et plusieurs autres peintres qui se trouvent dans cette salle, donc on ne peut pas les montrer pour le moment, mais je pense à, par exemple, Jean-Paul Riopelle, Paul-Émile Bordua, ils utilisaient des spatules, peut-être leurs doigts, ils pouvaient inventer aussi des différents types d'outils pour étaler la peinture, pour la travailler comme si c'était une matière en soi, comme s'ils avaient un langage en soi pour faire des tableaux abstraits. Donc, Marcel Ferron, aussi, je tiens à le dire, c'est une des artistes, une des personnes qui a signé le Refus global en 1948, donc ce document littéraire clé dans l'histoire du Québec qui incite les artistes, qui incite les gens à lever leur propre imaginaire, leur propre liberté. Tous ceux ensemble travaillaient l'automatisme. Ils voulaient peindre
je vais dire automatiquement, voilà, le nom du groupe l'évoque très bien. Le peine automatiquement. Pardon? En est conscient. Exactement, qui veulent célébrer leur liberté. Et ça passe par laisser leur inconscient s'exprimer à travers le tableau, à travers les mots, à travers l'art. Donc, c'est un groupe qui sont issus de ça. Et la plupart de ces automatistes, Marcel Ferron aussi, ont quitté le Québec éventuellement pour aller explorer leur carrière, aller exploiter leur talent ailleurs. Marcel Ferron, je crois que je l'ai mentionné tout à l'heure, mais en 1953, donc quelques années après la création, après la signature ou la publication du Refus global en 1948, elle part pour Paris. Elle part pour Paris, pas seule, mais elle part avec ses 3 filles aussi pour refaire sa vie là-bas, travailler sa peinture et s'occuper de ses enfants. C'est important à dire, je trouve, dans le contexte de la fête des mères, parce que c'est une artiste qui a réussi très bien à faire cohabiter ou coexister sa dévotion en tant que mère, mais sa carrière d'artiste aussi. Donc, elle a passé environ 13 ans à Paris, de 1953 à 1966, plus ou moins, pour ensuite revenir au Québec. Et elle continue, évidemment, sa peinture. Wow. Je laisse une petite minute encore. Et s'il y a des questions, des commentaires sur le travail de Marcel Ferron, je suis prête à les prendre. On n'a pas encore de questions et commentaires, mais moi, j'ai des commentaires à faire. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements. On voit vraiment les gestes avec les outils qu'elle a utilisés pour faire, pour créer les couleurs. Et je crois que c'est clé parce qu'on a commencé à parler de ça avec Émilie Carr. Justement, Mylan, tu pointais vers le brushstroke, excusez-moi, je parle en anglais, la touche du pinceau qui était visible aussi, que c'est un traitement moderne. Alors qu'ici, on ne voit pas, je veux dire, l'empreinte du pinceau, mais clairement, on voit l'empreinte d'autres outils. On peut deviner le geste du bras de l'artiste qui a peint ceci. Donc, malgré qu'il n'y a pas un sujet clair que l'on voit, on reconnaît tous, on peut reconnaître, on peut ressentir la présence, l'âme d'une artiste aussi qui a fait le tableau. Je crois que ça, c'est le parfait commentaire, en fait, à question, la réponse dont on vient de discuter pour parler de Rita Le Tendre. Okay. On y va? Continue? Oui. On continue. Alors, vous allez voir probablement un petit changement dans la lumière. Oui, parce qu'on passe dans une des cours intérieures du musée, le jardin. Plusieurs viennent ici pour relaxer ou reprendre ses esprits, avoir un moment avec elle-même ou lui-même pour reconnecter. Un beau jardin intérieur qui a été fait par Cornelia Aberlanders. Vous la reconnaîtrez aussi par le devant du musée. À l'extérieur, elle a fait aussi une terrasse jardin. Et je ne veux pas trop parler de ce travail-ci parce que la semaine prochaine, vous aurez droit à une visite sur les fleurs que va faire probablement notre collègue Mylan. Donc, vous allez en savoir un peu plus la semaine prochaine, mais quand même, je crois que ça brise bien la visite ici quand on passe. Ça nous permet de, je sais pas, se ressourcer avec une lumière naturelle et d'amener une autre énergie. Donc, on passe ici pour aller dans la salle d'abstraction géométrique. Vous avez vu une abstraction beaucoup plus gestuelle, très, très grasse, très texturée. On est à l'opposé polaire présentement. Est-ce que ça va? Oui, ça va. OK. On est à l'opposé polaire parce qu'on est dans une abstraction qui est presque transcendante. Il n'y a pratiquement pas de texture dans celle-ci, c'est très plat. On n'a presque pas l'impression de voir un tableau. On a l'impression de voir une image abstraite qui est dans les tons de jaune, de noir, de bleu, de brun, peut-être un peu de vert. Mais parce que l'artiste Rita Le Tendre qui a fait ceci en 1975, donc le titre Shisakan, elle a fait ceci. On ne voit pas tant sa marque, on ne voit pas tant sa présence physique.
C'est un tableau qui transcende dans le sens où on dirait autre chose qu'un tableau. Et pourtant, tout ce que vous voyez ici de la peinture, peinture acrylique, mais elle a travaillé aussi avec, je vais avoir un peu de difficulté à le traduire, excusez-moi, le airbrush. Airbrush. La peinture en vaporisateur, si je peux traduire librement tout de suite, je vais travailler comme ça. Non, c'est vrai, tu peux vraiment voir avec les photos ici parce que c'est comme ça, les couleurs ça, ils se rentrent ensemble. Absolument, il y a un dégradé absolument extraordinaire. Et on a beau être près du tableau, on voit exactement, en fait, on est très près, on voit la texture elle-même, malgré tout, qui reste présente. Ça reste très flou. Donc, il y a une très grande maîtrise au niveau du mélange des couleurs de par l'outil qu'elle a utilisé, c'est-à-dire la peinture en vaporisateur. Je pose une question, peut-être qu'il y en a qui peuvent répondre, peut-être que mes collègues vont y répondre. On comprend que c'est de l'art abstrait. Rita Letendre a été longuement inspirée par le travail des automatistes parce que c'était elle-même une rebelle des institutions artistique ou scolaire de son époque, dans les années 40-1950. Éventuellement, elle découvre l'art des plasticiens qui travaillaient à l'abstraction géométrique. Donc, je crois que c'est bien traduit ici par les lignes. Mais est-ce que vous arrivez à voir quelque chose? C'est abstrait, mais est-ce que ça peut évoquer une image particulière pour certains d'entre vous? Moi, ça fait penser à la lumière qui voyage, comme la lumière, ou peut-être des rues. La rue, la lumière, mais sans nécessairement savoir exactement ce que c'est, parce qu'on reste quand même dans le monde de l'abstraction, il y a quand même une évocation, ça va comme ça, une évocation très forte de l'espace, un espace qui pourrait être abstrait, parce qu'on voit presque un point de fuite. Le tableau est très plat, mais en regardant, on a cette impression de pouvoir presque entrer à l'intérieur ou entrer dans une autre dimension. Donc on parle d'espace et on parlait de lumière aussi. C'est un tableau très lumineux, probablement à cause du jaune que l'on voit, le noir au milieu, mais l'agencement des couleurs aussi fait en sorte qu'il est très brillant, qu'il est lumineux. D'ailleurs, Rita Letendre, j'ai écouté quelques entrevues avec elle récemment là, pour connaître un peu plus ses paroles, ses propres réflexions sur certains de ses tableaux. Et une chose qu'elle a dit par rapport à ce type de travail en abstraction qu'elle a fait pendant très longtemps, elle nous parle de l'essence du tableau. Je bouge un peu parce que je me positionne, ça va comme ça? Oui, elle nous dit que... Oui, de l'essence du tableau. Elle nous dit qu'elle aime beaucoup... Et là, on a échappé quelque chose, on est bien... On revient. Voilà, donc elle nous parle de son rapport à la peinture. Elle nous dit qu'en général, elle n'a absolument rien contre la figuration, le travail des grands maîtres, qu'elle trouve absolument extraordinaire, mais que pour elle, dans sa propre démarche, de peindre la figuration, donc de peindre un sujet, une personne, un paysage ou quelque chose de clair, ce sujet peut souvent être une distraction par rapport à l'essence même du tableau, par rapport aussi à l'essence même de l'artiste qui le fait. Donc pour elle, d'évacuer le sujet et de travailler simplement avec le langage de la couleur, de la lumière, de tout ce dont on a discuté aujourd'hui sur le plan de l'abstraction, ça lui permet de parler directement, aussi plus directement avec les gens qui veulent bien regarder son travail. Donc c'est sa façon de célébrer. Donc quand on garde cette idée en tête, on s'aperçoit que le travail entre autres, dans ce cas-ci, Jacques Sacan, le travail de Rita Letendre, c'est un travail abstrait, mais quand même qui est de nature personnelle, intimiste. Donc, dans la trentaine, Rita Letendre, dans ce cas-ci, on est en 1975, elle est dans la trentaine, début quarantaine, on est dans ces eaux-là. Et c'est un moment de sa carrière artistique où elle décide, ou du moins naturellement, les choses elle amène à exploiter l'art ou à travailler les tableaux, le langage pictural, et ça lui permet d'ouvrir la porte pour comprendre une dimension d'elle-même, ses propres origines, Abénaki. On a eu la lumière, ça va? Ça va? Très bien. Son père est canadien-français, mais sa mère est d'origine abénaki. Donc, tout le travail au niveau de l'énergie, de la lumière, qui l'incite à travailler comme ceci, c'est une façon de comprendre sa propre culture, aussi ses propres origines abénaki. Donc, l'art abstrait, dans beaucoup de cas, c'est pas seulement une recherche purement plastique. Dans le cas de certains artistes, donc Rita Letendre aussi, c'est une façon de connecter avec elle-même. Et avec nous aussi en tant que spectateurs. On a quelques commentaires. Alors, le mot qu'on cherchait,
La famille Plouf nous a dit c'est aérographe. Aérographe! Oui, Oh. merci. Alors, merci. On Merci. C'est mieux que peinture vaporisateur. Mais, Aérographe. Aérographe. Alors, ça fonctionne. Maud a dit, elle avait commenté sur le mouvement rapide. Merci Valérie, elle dit une impression de profondeur ou d'un spotlight dans la nuit. Jess Sketching Musing, elle dit un trou noir dans l'espace. Un trou noir dans l'espace, oui. J'aime beaucoup quand on parle d'espace. L'espace étant au-delà de la planète Terre, parce que c'est un espace abstrait pour nous qu'on ne connaît pas trop, un espace métaphysique, donc je trouve que c'est intéressant de les mettre en relation les deux. Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter ici par manque de temps. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? On n'a pas eu d'autres questions durant la visite, mais si vous avez des questions, on va être ouvert juste pour une autre minute ou deux. Alors, si vous avez des questions ou commentaires, on peut les répondre maintenant. Pendant que vous écrivez vos questions, vos commentaires, malgré qu'on ne peut pas venir dans le musée pour une certaine période de temps, je vous rappelle qu'il y a quand même des œuvres autour du musée. Et une œuvre à ne pas sous-estimer, surtout aujourd'hui, c'est Maman, la grande araignée, Maman de Louise Bourgeois, qui se trouve sur la terrasse du musée, parce qu'on peut aller prendre des marches en fin de semaine avec notre mère, notre famille, nos amis, pour aller voir cette gigantesque araignée de 10 mètres, une installation de 2003 ou 2004. Et Louise Bourgeois a fait cette immense araignée pour rendre un hommage assez complexe à sa propre mère. Donc le titre est évocateur aussi, le titre Maman, qui est un portrait imagé ou imaginaire de sa propre mère, qui était tisseuse comme une araignée. Elle travaillait dans un magasin de tapisserie, voilà, pour raccommoder. Je vois qu'il y a une question, madame. Oui. Je ne sais pas si je vais bien prononcer. Nate SIRHC 1712 nous demande combien de femmes artistes dans la collection du Musée Beaux-Arts? Je ne sais pas combien il y en a exactement. Il y en a, maintenant qu'on a changé en fait les salles d'art canadien et autochtone, il y a une plus grande présence qu'il y en avait auparavant. Mais combien exactement? Je n'ai pas le chiffre exact. Est-ce que les filles, vous l'avez? Non. Ce qu'on va faire, on va regarder, puis à 15 h, en fait, on va pouvoir mettre, parce qu'à 15 h, on a la visite en anglais, on va pouvoir mettre ce chiffre exactement. Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi. Mais il y a un effort qui est fait, du moins depuis 2017, et même dans l'acquisition de l'art contemporain maintenant, d'avoir une meilleure parité, évidemment, qui n'a pas toujours été le cas, et d'avoir de plus en plus de représentation égale entre hommes et femmes et entre cultures aussi. Donc, on va dire en anglais, stay tuned, restez connectés. À 15 h, pour la visite en anglais, on devrait avoir la réponse pour ça. Absolument. On n'a pas d'autres questions? Parfait. Je vais juste terminer avec l'œuvre Maman. Donc, vous pouvez aller la voir en fin de semaine avec votre famille, vos amis quand même. Si vous marchez avec la distanciation sociale, très près de cette œuvre, on vous invite à aller la voir parce que c'est l'ode à une mère aussi. Voilà. Donc, merci à tous. Merci à tous d'avoir été connectés avec nous. On va se revoir à 15 h en anglais. Sinon, je vous souhaite une belle fête des mères et une belle journée. Merci. Merci. Je vais voir l'information ici. Voilà. Alors, juste pour vous faire souvenir que la vidéo va rester ici pour 24 heures et tu peux laisser vos questions et commentaires plus tard si vous avez manqué l'introduction. Bon après-midi.